Aimé Jeff Koons protège-t-il? Où est-il? Un signe de Alzheimer? Alors, à vous de juger. Alors, merci mille fois de m'avoir invité à la Salpêtrière. Pour un neurologue, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ici qu'est née la neurologie, la première chaire de neurologie avec Jean-Martin Charcot, qui était un excellent dessinateur et qui s'est intéressé à l'hystérie dans l'art, au démoniaque dans l'art, avec ce livre extraordinaire avec Paul Richer, et qui disait « La science et l'art sont alliés, deux enfants d'Apollon ». Et une conférence sur cerveau et art, et donc n'est pas déplacée dans cet endroit. Alors, je voudrais au départ qu'on parle un petit peu de la beauté, parce que vous savez, c'est complètement indéfinissable, personne ne peut donner une définition exacte de la beauté. Alors, je vais faire un petit sondage, si vous êtes d'accord. Je vais demander à certains d'entre vous, quand, pour la dernière fois, avez-vous eu l'impression d'être face à quelque chose de beau? Qu'est-ce que c'était? Donc il y a 1000 Français, un échantillon de 1000 Français qui ont été testés. Et voilà donc les réponses. Alors en premier, pour les hommes de moins de 50 ans, il n'y a pas de doute, c'est la beauté féminine. Donc, enfin, pour les hommes de moins de 50 ans. Voilà Jeff Koons, justement. Jeff Koons, vous savez qu'il a commencé sa carrière en étant marié avec la Cicciolina, et donc il avait fait une exposition qui s'appelait Made in Heaven, qui était au départ à Londres, je crois à la Tate Gallery, et malgré mon âge, j'ai dû montrer ma carte d'identité pour entrer dans l'exposition. Et l'année dernière, une partie de cette exposition a été présentée, je crois, à Beaubourg, enfin on l'a vu sur Paris. Donc au début c'était un peu du fragonard, et puis après c'était carrément du porno, donc on voit Jeff Koons avec la Cicciolina, Jeff Koons nouvel Adam, mais peut-être la Cicciolina s'ennuie un peu, je sais pas, il y a un grand statisticien qui avait rapporté... La fameuse somme, mais... Pardon, on va continuer. Donc. Alors après, pour les hommes de plus de 50 ans, et pour les hommes et les femmes, c'est quand même, vous l'avez prouvé, la nature qui compte. La marche dans la nature, un soleil couchant, c'est la nature qui compte. Et puis en troisième, Manfred et son élève sont aux anges. En troisième, la beauté, c'est la musique. Vous voyez, très élevé, 29%. Donc la musique, peut-être parce que les origines de la musique, c'est peut-être le comportement de séduction qu'on retrouve chez les animaux, donc la musique. Après, deux produits culturels avec une petite différence homme-femme, cinéma et littérature. Cinéma pour les hommes, littérature pour les femmes. Donc cinéma pour les hommes, littérature pour les femmes. Et puis ensuite, donc 13%, pour 13% de la population, ce qui est leur dernier contact avec la beauté, c'est un objet utile et beau. Bon. Après, pour 11%, c'est un spectacle. Et puis, malheureusement, à peine 10% pour un musée. Vous voyez, donc si vous interrogez comme ça, vous aurez moins d'une personne sur 10 qui va dire « La dernière fois que j'ai vu quelque chose de beau, c'était dans un musée ». Alors, le test se continuait. On proposait des œuvres d'art diverses qui se sont envolées aux enchères chez Christie's. C'est pareil, on demande aux gens de les cataloguer. Alors, ce qui sort en premier, c'est la porcelaine chinoise. Vous voyez, 89% des gens vont dire « c'est beau ». Mais il y a un contraste saisissant quand on dit « bon, vous dites c'est beau, mais est-ce que vous aimez ?» Et à ce moment-là, il n'y en a que 50% qui disent « j'aime ». Vous voyez, il y a 39% des gens qui disent « c'est beau », mais j'en voudrais pas chez moi, j'aime pas, enfin c'est pas, donc c'est extraordinaire. Et on a la même chose avec Rubens qui arrive en deuxième position. Donc Rubens, et 86% des gens disent c'est beau, et seulement 38% voudra la maison. Alors, c'est Rubens, période, il a été en Italie, il s'est influencé par le Caravage, c'est le massacre des innocents, et là il y a une différence homme-femme. Les hommes préfèrent cette toile aux femmes. Les hommes aiment bien les muscles, la violence, etc. Et les femmes sont en empathie avec les pauvres enfants massacrés, donc il y a une différence homme-femme dans cette toile. En troisième, là tout le monde est d'accord, ça va être Van Gogh. 80% trouvent beau le portrait du docteur Gachet, et 58% le voudraient chez eux. Vous voyez. Mais ce n'était pas l'avis des nazis. Göring trouvait ce tableau dégénéré, l'a confisqué, et par la suite de diverses ventes, il y a 2 exemplaires, donc il y en a un qui est dans un coffre-fort au Japon, et l'autre, qui est peut-être, on dit que c'est le moins beau, qui est au musée d'Orsay. Voilà. Alors c'est le pauvre docteur Gachet, médecin qui a fait sa thèse à Montpellier sur la mélancolie, donc Van Gogh le représente dans la position de la mélancolie à 2 Dürer, mais il n'a pas été très adroit avec son patient, qui s'est quand même suicidé quelques mois plus tard. Là, on a la petite danseuse de Degas. Là, on a 77% des gens qui la trouvent belle et 45% qui en voudraient chez eux.
Et pourtant, la petite danseuse de Degas, quand elle a été exposée pour la première fois à Paris, ça a été le tollé. Personne n'aimait, on était habitué au marbre blanc de Michel-Ange. Et là, une danseuse en cire avec des vrais vêtements, des vrais cheveux, personne ne comprenait ce que ça voulait dire, personne n'en voulait. Ensuite, nous avons les arts premiers, donc un masque Fang, 58% donc le trouvent beau, 30% l'aiment. Alors les masques Fang ont cette particularité qu'ils servaient à une société secrète au Gabon, qui était un petit peu des inquisiteurs. Donc la nuit, ils mettaient ce masque, vous voyez, il n'y a pas de bouche, pour qu'on ne connaisse pas la voix, on ne voit pas les yeux, et donc ces gens allaient régler les comptes, assassiner des gens. Enfin, donc, ce qui fait que les colons au Gabon ont interdit le masque Fang parce qu'il donnait trop d'autorité à celui qui le portait, ce qui explique son prix aujourd'hui, entre autres. Alors ensuite, on arrive dans le premier contemporain, et oui, c'est Jeff Koons. 57% trouvent sa Flower Balloon qui est exposée à Versailles belle, et 31% voudraient chez eux. C'est M. Pilot qui là, actuellement, elle est donc à Venise, si vous voulez la voir, donc c'est une belle Flower Balloon. Alors ensuite, surprise, vous voyez, Picasso n'a pas encore passé le degré d'acceptabilité. Vous avez que 44% des gens qui vont trouver son portrait de Dorian Mar beau, et 17% qui voudraient l'avoir chez eux. Et donc c'est le cubisme n'est pas encore entré dans les mœurs, malgré le nombre d'expositions, le succès des expositions consacrées à Picasso. Si on arrive à Lucien Freud, quand il y a une expo sur Lucien Freud, il y a 2 heures de queue, et pourtant, seulement 30% vont trouver cette toile belle, et combien voudraient chez eux? 8%. Pareil pour Bacon, hein, il est traité au même sort. Damien, alors moi je dis Hearst, avec son crâne couvert de diamants, seulement 27% vont le trouver beau. Rothko, des heures de queue, Rothko dont on parle tant, seulement 25% des gens vont le trouver beau. Et puis Andras Gursky, c'est ce photographe qui fait des photos complètement vertigineuses, extraordinaires. Donc la photo qui s'est envolée aux enchères, c'était celle-là, 99 cents, oui, un supermarché, seulement 13% la trouvent belle. Alors qu'est-ce qu'on constate dans cette étude? C'est vraiment cette dissociation. Comment on peut trouver que quelque chose est beau et pas l'aimer? Vous voyez, c'est qu'il y a une différence entre le jugement esthétique et l'émotion esthétique. Et puis, il y a quand même un petit clivage aussi, bon, vous aviez vu un peu homme-femme, et puis avant, après 50 ans. C'est-à-dire que là, après 50 ans, ça s'acutise. Vous voyez, le vase chinois, après 50 ans, c'est 96% des gens qui vont le trouver beau, et 66% qui le voudront la vie. Van Gogh gagne aussi en puissance. Koons, par contre, ça s'aggrave. Picasso gagne des clients qui vont trouver beau. Ils sont habitués à l'idée de Picasso, mais ils ne vont pas aimer pour autant. 22% qui le trouvent beau et qui n'aiment pas. Après 50 ans, 33% qui trouvent beau et qui n'aiment pas. Damien Hirst, alors 53% qui n'aiment pas avant 50 ans, 69% après 50 ans. Pauvre Rothko, 60% avant 50 ans, 74% de personnes qui ne l'aiment pas après 50 ans. Alors, on voit dans cette étude qu'il y a une difficulté pour affirmer une opinion personnelle. Comment on peut trouver quelque chose de beau, pas l'aimer. Les œuvres les plus récentes sont incomprises. Il y a toujours un temps d'adaptation. Il y a un rejet de l'abstraction, un rejet des formes nouvelles, et puis il y a plein de facteurs culturels qui rentrent en jeu. Il y a certainement des beautés surestimées, donc l'effet du marteau du commissaire-priseur. Ça peut être du snobisme, un symbole de richesse, ça peut être tout à fait culturel. Et puis il y a très certainement des beautés sous-estimées, avec un obstacle culturel, ça ne représente rien pour moi, c'est une inquiétante étrangeté, ce n'est pas conforme à mes canons culturels. Alors, comment s'en sortir? Alors on peut peut-être utiliser la philosophie, parce qu'on a des philosophes dans la salle. Alors c'est Husserl qui voulait que la philosophie soit complètement mathématique et logique, qui retrouve ce terme d'époquer. Alors l'époquer, qu'est-ce que c'est? On arrête tout ce qui pourrait parasiter nos pensées. Vous voyez, arrêt, interruption, suspension, une attitude sans présupposition, interrompre le flux de ses pensées quotidiennes, dépistant chacune d'elles un préjugé qui s'ignore. Mais c'est quasiment impossible, ça revient à peu près à dire je pense donc je ne suis pas. Dès que je pense, j'ai des pensées apprises qui me parasitent et je ne suis plus. Alors qui interroger? Des bons sauvages, où les trouver, des méditants, ils ont peut-être autre chose à faire. Et puis en tant que neurologue, on a tous les jours une population qui ne demande que ça, qui a du temps de libre,
qui perd sa mémoire culturelle et qui peut-être peut nous révéler des choses. Je parlais de la maladie d'Alzheimer. Je peux vous assurer que quand vous montrez des images à des patients Alzheimer en leur demandant de choisir celle qui leur plaît, ils sont heureux. On passe notre temps à leur faire des tests pour savoir s'ils pourront déclarer leur déclaration d'impôt, s'ils sont tristes, alors s'ils n'y pensaient pas, on les rend tristes. Et là, en leur montrant des images, ils sont heureux. Quand vous voyez les patients qui vont retourner dans la maison de retraite, ils sourient, ils vous font des clins d'yeux. Donc c'est quelque chose, c'est une bonne récompense pour le neurologue. Alors, pourquoi pas refaire ce test avec des patients Alzheimer? Si on veut être un peu jésuite, on va rappeler ce que disait Ignace de Loyola, l'expérience éprouvante mais féconde de la présence d'un malade, le service que les malades rendent aux gens en bonne santé. Il va même plus loin, sans qu'elle en soit consciente, la personne gravement malade peut révéler ce qui la dépasse. Alors, le patient Alzheimer va-t-il nous donner des secrets? On sait que quand on amène des patients Alzheimer au musée, ils sont très contents, ça se fait de plus en plus. Bon, il ne faut pas que ce soit des eaux violentes, il faut quelque chose qui leur parle. Ils vont découvrir des détails qu'on ne verra pas. Moi, j'ai la toile de Jérôme Bosch dans mon bureau. Vous savez, on voit l'espèce de tunnel de lumière là, qui amène vers le ciel. Moi, j'ai toujours vu qu'un personnage au bout du tunnel de lumière. Un Alzheimer m'a dit, mais il y en a deux. C'est pas, il avait vu qu'il y avait deux personnages. Et puis, dans des toiles, ils vont voir tout de suite, par exemple, qui est le modèle préféré du peintre, des choses comme ça. Donc, et puis, ils sont très heureux parce que quand on les amène au musée, ils redeviennent quelqu'un. On leur demande de faire des choix, enfin ça les intéresse, puis ça suscite des souvenirs, c'est pas... Voilà, c'est Madame Hilgos, qui était une grande peintre américaine à Chicago, et des étudiants de l'école des beaux-arts de Chicago sont venus la trouver, alors qu'elle m'a dit l'ont fait peindre, alors au début elle peignait avec les doigts, et puis elle s'est mise à repeindre, et elle a eu cette phrase extraordinaire, je me souviens mieux quand je peins. Oui, alors, voilà une petite population d'Alzheimer, 29 patients, 16 femmes, 13 hommes, l'âge moyen 76 ans, le mini-mental test 17, moyen, on sait pour le mini-mental test, c'est une cotation donc, simple de l'état cognitif d'un patient, donc 30 c'est le sujet normal, 0 celui qui n'a plus aucun point, aucun test, donc vous voyez, donc là, mini-mental test moyen 17, on va entre 3 et 24. Et puis, en dehors des 8 œuvres d'art, donc on procède en prenant 8 des œuvres d'art que vous avez vues, le patient choisit ses 2 préférés, il enlève les 2 qu'il aime le moins, il fait pareil avec les 4 du milieu, et puis un deuxième test avec 6 images pour voir autre chose que des œuvres d'art, donc la nature, petite marine, vous voyez, à Sanary, un paysage de montagne, les animaux, le petit chien, le petit chat du calendrier des PTT, et puis pour tester la chair, un acteur, une actrice, un peu dénudés, du temps de leur splendeur. Alors, pour les œuvres d'art, qui a gagné, selon vous? Il y a une délibération. Voilà. Donc, qui est le gagnant? Eh bien, c'est Jeff Koons. Aussi extraordinaire que ça puisse paraître, chaque fois, les patients ont pris de la porcelaine chinoise, qui est indémodable, et Jeff Koons. Pratiquement à chaque fois. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, donc, là, vous avez, donc, en abscisse, donc, le test, le mini-mental test à 30, là, 0. Vous voyez, donc là, vous êtes de plus en plus atteint dans la maladie, et en ordonnée, la place dans le classement, donc le premier ici, le bonnet d'Inde là-haut, le 8e, donc vous voyez, Jeff Koons qui part de la 5e place, arrive quasiment vers la première, au moment où on s'enfonce dans la maladie. Alors on note un petit avantage aussi pour Marc Rothko. Marc Rothko, vous voyez, il passe de la 6e place à la 4e place. C'est moins visible, mais c'est tout de même... On peut le constater. Alors, les 2 images qui sont toujours enlevées, c'est les images mortifères. Vous voyez, le masque Fang d'Amien Hirst, et les patients voient une tête de mort, ils voient la mort et ils les enlèvent. Alors après, qu'est-ce qu'on va trouver? Picasso, il gagne un point quand on s'enfonce dans la maladie. Van Gogh est stable. Rubens perd une place, pratiquement, mais vous avez vu que c'était surtout une population de femmes, donc elles aiment moins le massacre des innocents. Et puis alors, vous voyez, il faut être sacrément atteint pour être débarrassé de la porcelaine de Chine, cette partie. Après, pour les autres images, il y a moins de... c'est moins surprenant. Bon, bah, c'est évidemment la nature, là encore, qui prédomine. Bon, c'est Sanary qui va gagner par rapport à la montagne, mais l'étude a été faite à Toulon, ça aurait été ici à Chamonix, ça aurait peut-être été l'inverse. Le petit chat, il ne change pas, vous voyez, il reste 3e. Par contre, le chien gagne des points. Il passe de 4e à 2e. C'est peut-être pas étonnant, on dit que le chien, c'est l'animal le plus empathique. Un chien, ça peut vous aider quand vous avez la mémoire qui faiblit. Enfin, il faut encore avoir des émotions qui passent avec le chien. Et puis alors, bon, la chair, vous voyez, la chair féminine, on passe de la 3e à la 4e place, à la 5e.
Et alors la chair masculine, vous voyez, de la 4e à la 6e, la chair masculine n'existe pas. Donc dans la salle, si certains d'entre vous voulaient soutirer je sais pas, les milliards, on peut dire d'une personne, d'une milliardaire, donc on dit comment ça peut être vulnérable. Vulnérable, ben, il devrait compter sur autre chose que sur son attirance physique. Voilà. Alors, pourquoi Jeff Koons qu'est-ce qui a pu intéresser nos patients? Pourquoi ils ont pris Jeff Koons? Qu'est-ce qui les attirait dans ce flower balloon? Voilà Jeff Koons, donc vous savez, il est né donc, sur la côte est des États-Unis, dans une petite ville qui s'appelle York, 40 000 habitants. Son papa tenait un magasin d'objets de décoration, donc il encourage son fils à faire des objets de décoration, il les vend dans le magasin. Jeff Koons va étudier à Baltimore, il va étudier à Chicago, et il est pris au musée d'art moderne de New York, au MoMA, pour justement, ce serait très bien qu'il puisse venir ici, parce qu'il est embauché pour les relations avec les sponsors du MoMA. Et il réussit dans l'année à multiplier par 2 les dons au MoMA. Vous voyez, donc il a un don indéniable pour les affaires, et c'est comme ça qu'on lui propose, au début des années 80, d'être coursier à Wall Street, à un moment où la bourse explose, et Koons va donc utiliser cet argent pour faire ses œuvres, qui vont être colossales. Pour certains, il va être comme Andy Warhol, il va avoir une factory avec des dizaines d'ouvriers qui travaillent pour lui. Alors, c'est très kitsch, hein, vous voyez, donc Michael Jackson, bon, ça c'est quand même de l'or fin, vous voyez, c'est pas la panthère rose. Et puis, alors bon, il devient très rapidement l'artiste préféré de Madoff. Et puis voilà son flower balloon, donc à Versailles, qui attire tant nos patients. Alors, qu'est-ce qui peut dater? Donc, peut-être le monde, ça fait quand même 8 tonnes, ça fait 3 mètres de haut, enfin, c'est peut-être le monde de l'enfance, ça paraît très léger, oui, cette baudruche, comme ça, les formes sont parfaites. Alors, peut-être qu'il faut remonter à l'éthologie, oui, à Tinbergen, qui a été prix Nobel d'éthologie en 73. Ces expériences ont été refaites 100 fois par Boris Cyrulnik à Porquerolles. Le petit goéland, et le petit goéland, il est obnubilé par la tache rouge qui est sur le bec de sa maman. Quand il tape sur cette tache, il a mangé. Si on lui présente un leurre avec une tache rouge plus grosse, il va choisir le leurre. Et si on lui présente un bâton rouge, comme ça, il va choisir le bâton rouge. Ça, c'est l'espèce de loi du grossissement maximal. Peut-être que nous aussi, on est resté intéressé par des taches rouges. Et puis, alors, voilà ce que fait Tinbergen avec la maman. Il leur propose des œufs. Alors, voilà l'œuf normal du goéland, vous voyez, avec un petit peu des petites taches. Donc, il leur propose d'autres œufs. Et il regarde quand la maman va les couver. Vous voyez, elle peut couver des œufs un peu curieux. Mais celui qu'elle préfère à couver, c'est le même que le sien, mais plus gros. Elle ne tient pas dessus, elle tombe. Donc, toujours cette idée du grossissement maximal. Donc, Vilayanur Ramachandran, qui est peut-être un des neurologues extrêmement brillant, donc qui est aux États-Unis, propose cette loi de neuroesthétique du changement maximum. On dit qu'on aime bien en esthétisme, pour que quelque chose soit beau, il faut qu'il y ait un changement maximum, un grossissement dans ce qui nous plaît, c'est ce qui donne les caricatures, et présente cette œuvre d'art comme le modèle absolu pour un Indien. Un Indien, s'il voit cette œuvre d'art, il est transformé. Et alors peut-être d'autres choses, ça peut ressembler au monde de l'enfance, mais ça peut ressembler aussi peut-être à un sein, donc un grossissement maximum. On se souvient de ce qu'en fait Woody Allen. Woody Allen, dans tout ce que vous avez voulu savoir sur le sexe, qui est obnubilé par ce sein énorme qui s'est évadé d'un laboratoire de recherche. Darwin disait que le sein maternel, c'était la première œuvre d'art à laquelle on était confronté, donc c'était gastronomique, érotique, esthétique. Et puis il y a peut-être la couleur, ce jaune doré, vous savez que Van Gogh voulait nous offrir le soleil. Donc il voulait nous offrir le soleil, une lumière que faute de mieux, je ne peux appeler que jaune, jaune soufre pâle, citron pâle, etc. Ce jaune qui nous obnubile, qu'on a dans les tournesols, on s'est toujours tourné vers le jaune. Yves Klein, donc à Nice, bon, bien sûr est connu pour son bleu, mais pour lui il y avait 3 couleurs pour l'absolu, donc le rose, le bleu outre-mer, le bleu plein, quoi, et le doré. Je disais qu'il y avait ces 3 couleurs dans une flamme. Et quand on teste des aphasiques, donc des gens qui ont perdu la parole et qu'on leur demande de décrire leur état en montrant une couleur, s'ils se sentent bien, en bonne santé, vous voyez, bon, ils ont tendance à montrer du jaune. Bon, bien sûr, s'ils sont anxieux, ils vont surtout montrer du gris, du noir, et s'ils sont déprimés,
ces couleurs qui dominent. Mais la bonne santé, c'est le jaune qui a l'air de dominer dans cette échelle. Ça, c'est Yves Klein. Et puis, peut-être une autre loi de neuroesthétique, selon Ramachandran, c'est la litote. Alors, c'est peut-être tiré des théories de l'attention, puisque normalement, on peut vraiment être focalisé que sur une chose à la fois. Comme on m'a appris que si vous voulez attraper des mouches, il ne faut surtout pas les attraper avec la main, comme ça, il faut mettre 3 doigts. Comme ça, la mouche hésite, elle ne sait pas quel doigt va lui tomber dessus, et vous l'attrapez à tous les coups. Apparemment, ça marche. Alors, une seule chose à la fois, c'est ce que peut-être l'homme de Néandertal avait compris, c'est ce que Picasso a compris. Quand il fait sa colombe, ça lui prend 2 minutes, mais il lui a fallu 40 ans pour arriver à la faire comme ça. Il dit j'ai essayé toute ma vie de dessiner comme un enfant. Et puis William Hogarth donc, a écrit ce livre qui est un peu l'Honoré Daumier anglais. Donc il écrit ce livre, l'analyse de la beauté, en disant bien dans l'introduction qu'on n'arrivera jamais à définir la beauté. Et pour lui, la beauté, l'idéal, ça se réduit à cette ligne serpentine. Vous voyez, une ligne serpentine qu'on retrouve bien sûr à la Renaissance, chez Michel-Ange, chez Léonard de Vinci. Alors, est-ce qu'on va voir cette ligne serpentine ici? Peut-être. Peut-être qu'elle est aussi ici. Et puis peut-être une dernière chose qui peut attirer, c'est le reflet. Jeff Koons veut absolument que ses œuvres, qu'on puisse se voir dans ses œuvres. Et il était démontré que quand on est attiré par une œuvre d'art, c'est d'abord parce qu'on se reconnaît un peu dedans, consciemment ou inconsciemment. Après on plonge dedans, elle élargit notre horizon. On met 2 secondes pour dire qu'on n'aime pas une œuvre d'art. 2 secondes. J'ai l'artiste qui a passé 3 ans à le faire. En 2 secondes, il dit j'aime pas. On met 4 secondes pour s'y intéresser. 4 secondes pour un petit peu d'intérêt. Donc peut-être ce reflet. Et puis, Jeff Koons est très généreux. Et il a offert cette œuvre à Madame Pompidou. Vous voyez, c'est un éléphant, un miroir éléphant, qui ressemble aussi à une canine. Et cette œuvre a été, donc, c'est Madame Chirac qui en a hérité, qu'il a vendu aux enchères. Ça a rapporté 300 000 francs. Et ça a permis d'ouvrir un accueil de jour pour Alzheimer à 10. Vous voyez, donc Jeff Koons a rendu aux patients ce qu'il lui offre. Alors évidemment, la mémoire éléphant, c'est un éléphant dont la mémoire est si célèbre qui va financer une maison pour Alzheimer, c'est un juste retour des choses. Et puis l'éléphant est un des rares animaux à se reconnaître dans une glace. Vous voyez, si on lui fait le test, on lui met un sparadrap sur le front, il va s'enlever le sparadrap sur le front et pas sur le miroir. Il y a les dauphins, il y a nous, une fois de temps en temps, je crois qu'il y a un oie, peut-être la pie qui arrive, enfin il y a très peu. Évidemment, si on pense au miroir, on pense tout de suite à Risolati, donc peut-être la plus grande découverte en neurosciences donc, du siècle dernier, Risolati, donc à Parme, qui découvre les neurones miroirs dans le cerveau d'un singe et puis qui l'extrapole à l'homme. Donc le principe, c'est qu'on a des neurones dans notre cerveau qui nous permettent de vivre une action à l'intérieur, vous voyez, de reproduire une action sans la faire et donc de progresser. C'est comme ça qu'on apprendra à parler, en voyant notre mère nous parler. On va faire les mêmes mouvements dans notre cerveau, puis finalement on va apprendre à parler. Voilà. Si vous voulez apprendre le tango, ben, vous regardez des gens danser le tango, et puis votre cerveau danse le tango pour eux, pour vous. Et puis après, vous voyez, vous êtes un peu meilleur en tango. Si vous voulez apprendre le violoncelle, vous regardez des musiciens vous apprendre. C'est pas dans les livres qu'on va apprendre le violoncelle, quoi. C'est pas. Alors, évidemment, tout ça, c'est un peu de la photocopie. Donc, il faudra aller plus loin, mettre un peu d'empathie là-dedans. Alors, il y a cet insu-là, vous voyez, ce petit cerveau dans le cerveau. Peut-être une voie de communication entre l'extérieur, l'intérieur du cerveau. L'extérieur du cerveau, plus le cortex, et l'intérieur pour les émotions. C'est insu-là, bien sûr, utilisé dans le dégoût, dans les addictions, mais peut-être aussi de voie de passage pour l'empathie, puisque voilà ce qui se passe si vous faites mal, et voilà ce qui se passe si vous voyez quelqu'un se faire mal sur cette image. Donc vous avez cet insu-là qui va s'allumer aussi. Donc ces neurones miroirs couplés à l'insu-là, ça peut permettre de rentrer dans une œuvre d'art ou dans le cerveau de quelqu'un d'autre, dans le cas de la théorie de l'esprit. Alors là, on suppose bien entendu que c'est quelqu'un que vous aimez, qui s'est coincé le doigt dans la porte. À ce moment-là, vous allez peut-être arriver dans l'amygdale. Vous voyez ici, pour les émotions, vous avez vu quelqu'un se coincer le doigt dans la porte, ça va vous inquiéter. Et puis imaginons que la personne qui se coince le doigt dans la porte, ce soit votre pire ennemi. Alors à ce moment-là, vous aurez peut-être arrivé dans le circuit du plaisir et de la récompense, vous serez content qu'il se soit coincé. Donc ce circuit du plaisir et de la récompense qui va vous permettre de rentrer dans l'œuvre d'art. Voilà, c'est l'année où les neurones miroirs ont été découverts. La Palme d'Or à Cannes, c'était Nanni Moretti pour Journal Intime. Et il y a cette scène avec la musique.
qui montre exactement le fonctionnement des neurones miroirs. Quand on écoute une musique, même si on ne chante pas, même si on ne danse pas, notre cerveau fonctionne comme s'il chantait, comme s'il dansait. Voilà, Nanni Moretti regarde la télé. Et voit Sylvana Mangano qui danse. Et voilà, il fait pareil, il imite. Il devient Sylvana Mangano. C'est un peu ce qui nous arrive chaque fois qu'on est face à une œuvre d'art. On peut appeler ça l'empathie esthétique. On parle beaucoup d'empathie. On oublie souvent que la première fois que le mot empathie a été utilisé, c'était pour une thèse de philosophie, d'esthétisme, et ça concernait la façon dont on peut rentrer à l'intérieur d'une œuvre d'art. On appelait ça l'Einfühlung, le ressenti de l'intérieur. Donc le philosophe Robert Vischer, le mode de relation d'un sujet avec une œuvre d'art permettant d'accéder à son sens. Alors voilà ce que nous dit Vischer, nous possédons la merveilleuse capacité de projeter, d'incorporer notre propre forme dans une forme objectale. Je projette ma propre vie individuelle dans une forme sans vie, exactement comme je le fais avec une autre personne, un autre non-moi vivant. C'est seulement en apparence que je conserve mon identité, même si l'objet demeure distinct de moi, je suis mystérieusement transporté, magiquement transformé en ce non-moi. Je regarde une œuvre d'art, je deviens un peu cette œuvre d'art. Donc il faut choisir, vous pouvez choisir le baiser de Rodin, de Laocoon, suivant ce en quoi vous voulez être transformé. Et Merleau-Ponty dit à peu près la même chose dans sa phénoménologie de la perception. Il nous dit un roman, un poème, un tableau, un morceau de musique sont des individus, c'est-à-dire des êtres où l'on ne peut distinguer l'expression de l'exprimé, dont le sens est accessible par un contact direct, et qui rayonnent leur signification sans quitter leur place temporelle et spatiale. C'est en ce sens que notre corps est comparable à l'œuvre d'art. Donc notre corps est comparable à une œuvre d'art, et l'œuvre d'art est comparable à quelqu'un d'une entité biologique vivante. Alors c'est ce qui se passe un peu, vous voyez par exemple avec la Joconde, vous allez regarder la Joconde, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir trois cerveaux qui s'allument, trois zones du cerveau qui s'allument, donc évidemment le cortex occipital, vous voyez une image, donc le cerveau le décode, bon, si ça vous plaît, les circuits de la récompense, des émotions, et puis une zone tout à fait là, donc le gyrus fusiforme qui est impliqué dans la reconnaissance des entités biologiques. Donc quand vous êtes devant la Joconde, votre cerveau se comporte comme si vous étiez réellement devant une femme qui s'appelle devant la Joconde, comme si c'était une entité vivante. Alors peut-être que ça rejoint la nature, puisque la recherche de la beauté, on sait par exemple pour la musique, dans la nature, il y a de grands musiciens, mais chaque fois c'est les mâles qui chantent au printemps pour attirer les femelles. Voilà. En voilà un, c'est le jardinier de Lauterbach, qui est le Michel-Ange de la nature. Oui, il n'est pas très beau, donc pour attirer les dames, il montre qu'il se met à danser, à peindre, il va rechercher des objets de couleur, il fait un grand nid, vous voyez, et puis il va peindre avec un petit pinceau, et il attire donc les femelles. Alors les femelles viennent deux fois. Elles viennent une fois quand il n'est pas là pour regarder sa décoration, et elles viennent une deuxième fois pour voir sa danse. Les jeunes femelles vont le préférer si la décoration est jolie, les femelles un peu plus aguerries vont préférer sa danse, parce que s'il danse bien, s'il a de la voix, c'est qu'il a beaucoup de testostérone, ça fera un bon reproducteur. Voilà. Alors voilà la danse, il est là. Elle est capable d'imiter tous les bruits, même l'obturateur photographique. Vous voyez, puis il a un petit cadeau, un petit présent dans le bec. C'est pas un bouquet de roses, mais il a quelque chose d'autre. Voilà, puis quand il a fini, quand la fécondation est faite, la femelle s'en va aussi sec parce qu'il est dur à supporter. Quoi. Alors peut-être deux voix, quoi. Donc c'est cette vision, la Joconde, où est-elle, donc le côté entité biologique qu'on regarde, et puis cette voix pariétale, où est-il? Là, ça peut être l'oiseau qui recherche une compagne, donc où est-elle? Et puis un lien avec les aires plus antérieures, prémotrices frontales, qui permettent d'imaginer le mouvement. C'est ce que disait Merleau-Ponty, la perception à l'action. Quand vous avez vu donc Musculus ou un film, ça c'est très, très classique avec les films, quand vous sortez du cinéma,
ben, vous imitez un peu les acteurs. Enfin, si vous avez vu la planète des singes, vous n'allez pas vous comporter de la même façon que si vous avez vu un western. Si vous avez vu les 63 épisodes de Breaking Bad, eh ben, vous êtes devenu un peu chimiste. Alors, cette zone pariétale, lorsqu'elle est atteinte, vous voyez là ici, donc un accident vasculaire cérébral, pariétal droit, si ça se passe chez un artiste, chez Fellini, après, quand on va lui demander de faire ce petit test avec ce segment de droite où il doit tracer le milieu, évidemment il va le mettre un peu vers la droite, il ne va rien dessiner à gauche, puisqu'il distingue plus trop l'espace à gauche, il a une négligence. Et vous apercevez que Fellini reste Fellini, c'est-à-dire que s'il fait ce test, ben, il s'amuse, il fait des caricatures, il a commencé comme caricaturiste, et c'est des personnages d'Astrada, donc il a la moitié du cerveau en moins, mais il reste Fellini. Voilà comment le vélo, sans les rayons, puis là voilà Fellini avec sa psychologue. Vous voyez, donc Fellini se fait tout petit, là, et puis la psychologue est quand même très fellinienne. Oui, donc Fellini garde sa nature en ayant perdu la moitié du cerveau. Alors Rothko. L'histoire de Rothko, vous savez que Rothko gagnait 2 points. Bon, on sait que Rothko a longtemps travaillé avec des enfants qui l'ont influencé. Et puis, il a une histoire terrible. Vous savez, il était en Lettonie, donc il a assisté au pogrom. Il a vu des massacres où on mettait les gens dans des fosses communes avec plein de sang. Et donc, il s'est sauvé. Il a été rejoindre son père dans l'Oregon. Donc, il a traversé l'Atlantique, il a traversé les États-Unis. Et comme il était tout petit, il avait une pancarte « Je ne parle pas votre langue ». Donc peut-être que les Alzheimer reconnaissent quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec des enfants. Les Alzheimer, ils ont aussi une pancarte « Je ne parle plus votre langue hein, » qui est sur eux. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir chez Rothko dans ces tableaux? C'est vrai que c'est triptyque, Rothko est fou d'architecture grecque, hein. Il est toujours au Metropolitan Museum, donc il respecte souvent, volontairement ou involontairement, on peut retrouver des proportions dorées dans ces peintures. Vous savez, le nombre d'or, si vous prenez un rectangle dont la longueur sous la largeur fait 1,6 à peu près, ben, vous obtenez un autre rectangle qui a les mêmes proportions jusqu'à l'infini. Bon, donc il respecte cette proportion. Et l'équipe de Risolati s'est intéressée à cette proportion dorée. Donc ils ont montré des sculptures suivant les critères de l'Antiquité ou de la Renaissance, avec cette proportion. C'est-à-dire si vous avez une distance de 1 entre l'ombilic et le pied, ben vous aurez 0,6 entre l'ombilic et la tête, etc. Donc proportion dorée. Et puis on s'écarte la proportion dorée dans d'autres sculptures, et on prend des sujets qui ne sont jamais allés au musée, qui ne connaissent rien du tout en art, et on leur demande, on inspecte, on regarde un peu ce qui se passe. Alors pour la proportion dorée qui sera considérée comme belle par 2 sujets sur 3, on va voir plutôt, vous voyez, le frontal, lui décrit aussi l'insula, alors que ceux qui aiment les sculptures qui ne représentent pas la proportion dorée, vous voyez, c'est plutôt l'amygdale, donc le système des émotions. Bon, en manière, je serais ultra schématique, donc on aurait Dionysos au fin fond de notre cerveau, Apollon dans le cortex, donc il ne serait pas tout à fait d'accord, Apollon surveillerait Dionysos, quoi, c'est pas donc l'idée de l'équipe de Risolati, c'est que pour dire c'est beau, ben c'est notre cortex cérébral en liaison avec cette insula, c'est votre passage, et pour dire j'aime, c'est à vous des émotions, amygdale. Ce qui fait qu'il y aura une explication au fait qu'on puisse trouver quelque chose de beau et pas l'aimer, ou vice-versa. Donc ce qu'on trouve beau, ben, ça correspond à des choses apprises, des canaux culturels, et ce qu'on aime, c'est plus personnel, ça correspond à notre biographie. C'est toujours Dionysos versus Apollon, donc voilà ce qui se passait avec... ben voilà, par exemple, si je vous montre cette photo, il y a peut-être des gens dans la salle qui vont trouver que cet homme est très beau, mais combien voudraient l'avoir à la maison? C'est pas. Et puis Rothko est un fin mélomane, et il écoute du Mozart quand il peint. Il écoute énormément de Mozart, et on peut peut-être imaginer une correspondance dans ces triptyques, vous voyez, comme les 3 mouvements d'une sonate de Mozart, vous voyez, peut-être. Et puis, vous voyez, il laisse des choses qui ne sont pas finies sur le côté vaporeuse. Si je vous montre cette figure, vous voyez tous ici un triangle blanc qui n'existe pas. Il n'existe pas, c'est une construction de notre cerveau, vous voyez, c'est pas... Si on regarde les étoiles, on va voir des constellations. Une fois qu'on les aura vues une fois, on les verra à chaque fois qu'on regardera le ciel. C'était Brentano, qui était le maître de Husserl et de Freud, qui parlait d'intentionnalité. L'intentionnalité est un opérateur d'anticipation qui permet à l'esprit de combler les blancs, les vides de la perception pour constituer un objet intégral pour la conscience. Voilà, peut-être ici vous la connaissez. Est-ce que vous voyez l'animal qui est représenté sur cette image? Là, vous allez voir un dalmatien.
Et une fois que vous l'aurez vu une fois, on peut vous représenter la même image dans 20 ans, vous verrez tout de suite le dalmatien. Votre cerveau a fait le travail de regroupement. Alors, pour Ramachandran, c'est évolutif, c'est-à-dire que quand on était dans la savane, c'est important pour nous de reconnaître, en voyant des taches, si c'était un jaguar ou une girafe. Donc ceux qui ne faisaient pas la différence sont plus là pour en parler, et nous, donc, on est capable, nos cerveaux fonctionnent comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de beau aussi chez Rothko? Bien sûr, c'est ce flou qu'il y a autour. Vous voyez. Rothko demande à ce qu'on regarde ces tableaux qui ont cette taille à 45 cm. Donc, vous voyez que ça fait à peu près là, quoi. Donc, quand vous êtes dans le tableau, vous êtes comme devant le monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace, quoi. Il cherche à vous attirer. Un voile, c'est plus joli que sans voile. Enfin, non, je parle en art, hein, en matière artistique, voilà. Donc voilà ce que disait Paul Klee, l'art ne représente pas le visible, il le rend visible parce qu'il laisse travailler notre imagination. Michel-Ange aimait bien ne pas terminer ses sculptures, il appelait ça le non finito, et ça se rattachait à Aristote, l'art complet, ce que la nature ne peut terminer, ou à Schopenhauer, quelque chose, la chose ultime doit être laissée à faire à l'esprit, le fait qu'une œuvre ne soit pas terminée. Mozart a eu 100 fois le temps de finir son requiem, mais il ne finit pas. Michel-Ange ne finit pas sa sculpture parce qu'il nous laisse quelque chose à faire. Vous voyez, Gursky, les photos d'Andras Gursky ne plaisaient pas parce que qu'est-ce que vous voulez rajouter à une photo de Gursky? Là, vous pouvez rajouter tout un tas de choses. Le requiem, vous pouvez le terminer dans votre tête. Peut-être Manfred, tout à l'heure, nous changera la première suite de violoncelle de Bach. Il va peut-être nous présenter une autre version qu'on peut imaginer. Sacha Sosno à Nice parlait de l'oblitération. Vous voyez tous le cheval alors qu'il n'y est pas. Alors, c'est un peu pareil dans Rothko, vous voyez, ce non finito. Voilà un petit film qui a été fait au Japon, et on se promène dans des toiles de Rothko, comme à la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace, une espèce de voyage de l'autre côté. Ça fait penser un peu à Monet. Je sais pas, quand j'étais jeune étudiant en médecine, on m'a dit Monet, il a peint les nymphéas parce qu'il avait la cataracte. Et je l'ai cru. Pendant 10 ans, j'ai cru que c'était ça. Il m'a fallu 40 ans pour comprendre qu'il avait peint les nymphéas parce que c'était l'évolution ultime de toute sa recherche, qui voulait aller plus loin que l'impressionnisme. Et Clémenceau l'avait bien compris. Il lui a offert l'orangerie pour qu'il fasse la Sixtine des impressionnistes. Vous voyez, quelque chose. Voilà ce que disait Clémenceau, transporté le long des murs, enveloppant toutes les parois de son unité, il aurait procuré l'illusion d'un tout sans fin, d'une onde sans horizon, sans rivage. Et puis quand vous avez fini les 2 salles de l'orangerie, vous arrivez presque à Rothko en grossissant, puis surtout vous avez le signe de l'infini qui est volontaire. Vu du ciel, les 2 salles forment l'infini, le non finito, le serpent qui se mord la queue, on repart, l'éternel retour de Nietzsche. La belle Simonetta Vespucci qui meurt à 24 ans, mais le peintre lui met un serpent qui se mord la queue parce que l'essence de la beauté sera toujours là. Il y avait une expo à Florence où il y avait Simonetta Vespucci et Marilyn, les deux un petit peu avec des thèmes de l'un donnés à l'autre, et c'était tout à fait intéressant. L'essence restait, puis on pense à Shakespeare dans La Tempête. Par 5 bras sous les eaux, ton père engloutit sommeil, de ses eaux naît le corail, de ses yeux naissent les perles, et rien de chez lui de corruptible dont la mer ne viennent à faire quelques trésors insolites. Ça va repartir comme une folie d'Espagne, ce petit air de musique qui va d'un cerveau à l'autre et qui renaît chaque fois. C'est toujours une folie, mais c'est différent. On pense au Caravage qui se peint en méduse, donc il prend un risque énorme. Il se peint en méduse, il croise son regard, il meurt. C'est ce qui s'est passé. Le Caravage est mort, et son autoportrait en méduse est toujours vivant. 5 siècles après, bon, c'est vrai que le Caravage aimait bien se représenter décapité. Je ne sais pas si c'était une angoisse de castration, mais de la raison. Et puis Proust, le petit pan de mur jaune. Proust a un malaise en visitant une expo de Vermeer.
Et donc il le retranscrit dans La recherche du temps perdu, et Bergotte, donc son écrivain fictif, va avoir le même malaise. Alors il est où le petit pan de mur jaune? Il y a beaucoup de théories, apparemment il serait là, le petit pan de mur jaune, et vous apercevez, c'est pas du tout un pan de mur jaune, c'est le reflet du soleil sur un toit. Donc on revient au soleil, au jaune, au reflet du soleil, on peut appeler ça le sourire de la mer. Donc Bergotte, quand il voit ce tableau, il se dit que tout ce qu'il a écrit dans la balance, ça vaut rien par rapport à ce petit pan de mur jaune, et il meurt. C'est ce qui a failli arriver à Proust, mais Proust, le dernier jour de sa vie, dit à sa gouvernante, à Céleste Albaret, il lui fait des petites modifications de la mort de Bergotte, comme s'il voulait s'identifier, rentrer dans son œuvre pour le restant de ses jours. Il quitte le monde, il reste dans sa recherche. Et puis Freud a fait un peu la même chose. Freud était prudent, il est passionné d'archéologie, gros fumeur, il échappe de peu au four crématoire grâce à Marie Bonaparte qui le fait évader d'Allemagne. Il arrive à Londres, il meurt d'un cancer du fumeur et il choisit d'être incinéré. Et il demande à ce que ses cendres reposent dans une urne grecque que lui a offert Marie Bonaparte. Donc Freud prudent, incinéré, à ses cendres dans un cratère grec de l'époque de Platon ou d'Empédocle. Je vois qu'il a été volé aux dernières nouvelles, donc je ne peux pas vous en dire plus. Je n'ai pas vu de sphinx sur le... En tout cas, j'espère que les Anglais ont eu la bonne idée de mettre sur cette urne grecque le poème de John Keats, Haute sur une urne grecque, la beauté, vérité, la vérité, beauté. C'est tout ce que l'on sait sur Terre, c'est tout ce qu'il faut savoir, donc dans ce cas, je n'ai plus rien à vous dire. Et je vous remercie pour votre écoute.